Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce temps chaud tombe tellement à point et une toute nouvelle édition aussi de Pour votre information. J'en suis persuadé que vous attendiez ça depuis fort longtemps. Sophia Yanantuano sera notre invitée. On viendra parler de la Maison Terrien, qui a quand même plus de 300 ans ici sur le territoire lavallois. Madame Gourdet de l'association Champs Fleuris viendra nous parler d'une course pour vous, pour bouger en famille. Michael Rancourt, l'humoriste et l'imitateur qui a 35 ans de carrière, est notre invité. Renée Wilkin, que vous connaissez comme chanteuse, mais autrice aussi. On vous fait découvrir ce talent qu'elle a bien en elle. Nicolas Vincent Poirier viendra nous parler de cinéma. Et tout d'abord, on débute avec Madame Lucie Lantier qui vient nous parler des 50 ans de loisirs Renaud Coursol. Bonne émission. Cette année, c'est 50 ans pour les loisirs Renaud Coursol. Peut-être que vous avez fréquenté cet endroit, profité des nombreuses activités. C'est peut-être maintenant une nouvelle génération dans votre famille qui peut en profiter. On va aborder le tout avec la directrice générale, c'est Mme Lucie Lantier qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. 50 ans, ça part d'un point A, évidemment, d'une première année, mais peut-être le préciser ce que c'est les loisirs Renaud Coursol, parce qu'il y a peut-être des nouvelles générations qui veulent profiter de vos activités, là, tout d'abord. Oui, tout à fait. Alors, nous, on est un organisme non lucratif spécialisé en loisirs. Donc, on est là pour la famille, autant les enfants que les personnes âgées, les adultes. Et on offre des activités à pratiquer en centre communautaire dans les écoles. Et on est là, justement, depuis 50 ans. 1973, très heureux. Ça a commencé avec des bénévoles. Et au fur et à mesure du développement et de l'évolution de l'organisme, là, on a pu ajouter une équipe administrative et ajouter là, des emplois. Faire fleurir, finalement. Oui. Les différentes courroies de transmission, oui, dis-je, qui a pris l'organisme. Puis justement, 50 ans, de quelle façon on va célébrer le 50e cette année? Est-ce qu'il y a plus multiples activités duquel les gens sont invités? Oui, bien écoutez, on est très heureux cette année de bonifier nos activités. Donc, nous, on offre toujours là, des activités, spectacles de danse, activités, expositions d'art, je dirais, pour nos artistes qui prennent des activités chez nous. Et on a aussi là, Coursol en neige, Coursol en fête, qui sont des grands événements rassembleurs communautaires. Et cette année, on les a bonifiés, là, ces événements-là, pour souligner nos 50 ans. Et en plus, on va avoir une très belle fête là, prévue le 26 août prochain là, avec les citoyens. Là. Bien, justement, et là, si on regarde ça, parce que, donc, si je vois sur ma feuille, évidemment, des événements dans le temps qui vont se passer au cours des prochains mois, l'exposition d'art le 7 mai, il y a le bazar le 10 juin prochain. Donc, chaque activité a un petit quelque chose pour souligner les 50 ans, une petite surprise, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Bien, l'exposition d'art le 15 avril, et dans le fond, c'est le spectacle de danse qui est le 7 mai. C'est le 7 mai, merci. Oui, c'est ça, tout à fait. Puis, oui, on bonifie, puis on essaie aussi de faire des petites surprises à nos clients. Là, on est en train de les visiter, aller porter des cadeaux personnalisés, là, des loisirs Renaud Coursol à la clientèle. Et on veut faire ça tout au long de 2023 pour les remercier d'être fidèles, d'être avec nous et de participer. Oui. Puis, évidemment, Renaud Coursol, on porte le nom de son nom. Peut-être aussi, parce que j'aurais pu aussi le mentionner, pourquoi, qui est-il aussi, pourquoi justement ce nom-là, parce que si 50 ans plus tard, on en parle encore, c'est qu'il y a certainement de ces valeurs qui se sont perpétuées aussi à travers les 50 dernières années. Bien, oui, tout à fait. Et les administrateurs et tous les bénévoles qui font partie de l'équipe de Loisirs Renaud Coursol, c'est important, le lien avec la communauté, de pouvoir redonner, de pouvoir être présent et permettre des saines habitudes de vie aux citoyens lavallois, bien sûr. C'est ça. Puis c'est pour ça que donc on a aussi, puis c'est encore le temps au moment de se parler aux gens qui veulent s'initier à l'art, au sport. Vous avez parlé de saines habitudes de vie, donc de pouvoir suivre des cours, là, des formations. Tout à fait. On est en ce moment en inscription donc pour notre session de printemps, mais on a des activités tout au long de l'année. Dans les parcs cet été, on va être présent et dans les centres communautaires et les écoles. On est quand même dans 10 endroits différents où on offre des activités avec des camps de jour en plus. Donc, on est assez... les gens peuvent s'inscrire avec nous là, sans problème. Là, cours de danse, aquarelle,
Je voyais badminton aussi, côté sport, dont une session débute là, le 25 au 26 avril. Les gens pourront évidemment voir les liens en bas de l'écran à la fin de notre conversation. Mais justement, vous parliez de camp de jour. Oui. Et ça, pour les parents qui nous écoutent, c'est toujours un défi de trouver une place pour leur enfant, là. Qu'est-ce que vous offrez comme peut-être camp de jour pour eux? Parce que parfois, on fait un choix en fonction. Est-ce que c'est peut-être dirigé vers l'art? Est-ce qu'on fait une immersion pour notre enfant dans à peu près tout, c'est-à-dire le sport, l'art? Est-ce que c'est un peu en corrélation avec votre programmation, mais que vous reproduisez pour les jeunes dans le camp de jour aussi? C'est notre but. C'est un camp de loisirs. C'est le camp LRC en folie. Donc, on veut que le plaisir et les folies fassent partie du quotidien des enfants. Et on a deux camps de jour, 2 installations là, dans le domaine Renault et dans Place Renault, là, deux secteurs. Et ça fait déjà, là, ça va être notre 3e été là, où on a parti ça dans la pandémie. On n'avait pas froid aux yeux. Alors, on continue de se développer. Puis, on est très heureux là, d'avoir une équipe très dynamique avec nous. Là. Présentement, l'inscription, donc... Inscriptions sont ouvertes présentement pour le camp de jour. Oui, c'est limité. On a quand même 45 places par installation. Puis on est en recrutement, bien sûr. Des moniteurs, monitrices. Là, dans mon époque, on disait ça. Les années 90, dans mes jeunes années 90, on disait ça. C'est encore le cas, je pense. Oui, tout à fait. Des animateurs, moniteurs, ça passe, là, certains. Parce que j'imagine que c'est un manque de pénurie. Oui. C'est dans ce contexte-là aussi, on a besoin de jeunes. Là. Tout à fait. Donc, s'il y a des auditeurs qui ont des jeunes ou qu'il y a des jeunes qui connaissent et qui veulent, on est en recherche. En mode recrutement présentement aussi. Donc, tout est apposé. Évidemment, donc, l'aboutissement de cette grande fête du 50e, c'est vraiment le 26 août, là. Tout à fait. Au Parc Curé-Coursol. Parc Curé-Coursol, oui, avec un spectacle en plein air, avec l'artiste Cynthia Baroud, avec des activités, festivités, là, tout au long de l'après-midi, démonstrations sportives, jeux gonflables. Alors, plein de belles activités gratuites pour toute la famille. Puis admettons, là, parce que aussi, je sais à quel point on parlait d'animateurs, de moniteurs, tout ça, bon pour l'été, mais j'imagine que vous êtes toujours en quête de bénévoles, un organisme comme le vôtre, puis quand on organise des célébrations comme ça prend des bras, ça prend des gens qui s'impliquent, qui sont motivés. Là. Tout à fait. On est toujours ouvert à accueillir des bénévoles au sein de notre équipe, donc s'il y a des gens qui sont intéressés. Là, puis des professeurs aussi qui peuvent donner des cours aussi. Bien sûr. On développe toujours de nouvelles activités, on est ouvert à ça, donc... Certain. Alors, l'appel est lancé. Les gens peuvent dès maintenant donc pouvoir adhérer soit à votre organisme, avoir peut-être plus d'informations pour le camp de jour, ou sinon, bien sûr, les cours différents, donc peut-être passion que les gens peuvent se découvrir, ou qu'ils ont déjà et ils peuvent peaufiner en allant de votre côté, donc au Centre des loisirs. Renaud Coursol, merci beaucoup d'être venu nous en parler, Mme Lantier. Merci à vous. Bel accueil. Je suis très content de la recevoir à nouveau, Sophia Yanantuano, qui est courtière immobilière et qui nous fait découvrir de l'intérieur des maisons historiques. Et cette maison, cette semaine, a plus de 300 ans chez nous. Est-ce que vous connaissez la Maison Terrien? On va vous la faire découvrir à l'instant. Salut, Sophia. Bonjour, Alex, ça va bien? Merci, oui, certainement. Hey, je suis fasciné par... J'ai vu les images avant qu'on puisse se jaser, là. Et ma foi, c'est une maison qui a plus de 300 ans, la Maison Terrien, là? Exactement. Tout dépendant des registres qu'on regarde et de les sites Internet qu'on regarde au niveau de l'historique. Il y en a qui disent que la Maison Terrien était de la fin des 1600, puis il y en a d'autres que ça va jusqu'à 1722. Mais un ou l'autre, ça change rien. Ouais. C'est quand même tout un historique. On sentait que c'est une maison qui a vraiment qui fait partie du patrimoine lavallois. Et tu as visité, tu as vu de l'intérieur, de l'extérieur, tu connais les actuels propriétaires. Mais tout d'abord, commençons par le début. Comment est arrivé chez nous à Laval la construction de cette maison-là, qui d'ailleurs a été faite d'une manière assez précise là, par les techniques de l'époque aussi. Là. Oui, absolument. Tu es tout à fait d'accord. La Maison Terrien, la raison qu'elle s'appelle, on l'a baptisée la Maison Terrien, c'est parce que pendant au-dessus de 140 ans, ça a été la famille Terrien qui ont été les propriétaires. Donc, plusieurs générations. Exactement. Et avant eux, c'était la famille Beauchamp qui était là. Donc, eux ont été concédés ce lot de terrain-là. Et le but, c'était vraiment de rendre cette propriété-là, ce lot-là, en lot agricole. Oui, puis c'était l'époque avec les seigneuries, avec les mœurs aussi agricoles, la façon de vivre aussi. Et
Tu nous as parlé la semaine dernière, et je vais tout de suite parce que dans le domaine technique, c'est ça un peu aussi qui nous, je pense, vient nous fasciner dans la façon dont on construisait les maisons à l'époque versus de nos jours, avec les techniques qui ont bien changé, on le comprendra, la technologie aidant aussi, le savoir-faire aussi, mais la maison Chartrand que tu nous avais présentée précédemment avait une façon dont on taillait les pierres, mais celle-ci, la maison Terrien, il y a un processus qui est unique, je pense, aussi. Oui, mais c'est sûr que la différence entre les deux maisons, c'est que la maison Terrien est faite avec des pierres de champ, tandis que la maison Chartrand était faite avec des pierres taillées. Donc, c'est sûr que ça a un look qui est différent. Aussi, qu'est-ce qui est le fun de noter de la maison Terrien, c'est qu'il faut s'imaginer un petit peu en 1800, les débuts de 1800, on va dire, même les 1700, c'est que c'était tout boisé. Tu sais, aujourd'hui, on se promène sur le boulevard des Mille-Îles, on se promène dans ces régions-là et on voit des champs. Mais tu sais, il faut se replacer là, dans le temps parce qu'il y avait des guerres entre les Iroquois et les nouveaux arrivés de la France. Les Iroquois, ils les voyaient abattre les arbres, puis ils ne comprenaient pas eux autres. Donc, il y avait souvent des guerres, il y avait des querelles. Donc là, les gens, ils disaient, mais comment qu'on va faire? Parce qu'eux voulaient développer au niveau d'agricole, puis les Iroquois, eux, voulaient garder leur terre. Donc, c'était souvent la guerre. Donc, ce patrimoine-là, avec les années, après la famille Beauchamp est rentrée, la famille Terrien, et ça a commencé avec Charles Terrien, qui était originalement leur famille de l'île d'Orléans. Donc, de la France, ils ont déménagé dans l'île d'Orléans. L'île d'Orléans sont venus à Laval. Mais comment ils se sont rendus là? Justement, oui, vas-y. Oui, comment ils se sont rendus là? C'était une histoire d'amour. Comme toujours, il y a toujours une histoire d'amour. C'est comme Roméo et Juliette. C'est le bout cute de la chronique, ça. Oui, exactement. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Charles est tombé en amour avec une Antoinette. Antoinette, fille unique dans ces années-là. Son père voulait pas qu'elle marie Charles Terrien. Parce que les Terriens, c'était des fermiers. Ils travaillaient la terre. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Antoinette est partie de chez eux un soir durant l'hiver pour aller trouver son amoureux. Puis c'est là que le père a dit, OK, j'ai pas le choix, ma fille est en amour. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mariés, puis il lui a vendu un bout de terrain qui est maintenant où est située la maison Terrien. Oh, quand même. Puis, il y a eu une descendance là, par rapport à la famille Terrien. Si on parle de 140 ans, c'est qu'il y a eu d'autres occupants qui ont été peut-être fascinants aussi de par leur histoire. Là. Absolument. Donc, après Charles Terrien qui habitait là avec son Antoinette pendant plusieurs années, ils ont eu la chance de vivre très vieux. Ensuite, il y a eu son fils qui habitait là, qui était Ludger. Ouais. J'ai toujours un petit Oui, un petit mot. Oui, ben à l'époque, les prénoms étaient un peu différents. On se comprendre un peu. Ben oui. Donc, il y a eu Ludger qui a habité là pendant très longtemps et lui, c'était un entrepreneur. Parce qu'il y avait encore des terres à Lachenay qui appartenaient à la famille et il y avait aussi... L'érablière, je pense. Oui, exactement. Il y avait une érablière et eux, ils faisaient leur propre sirop d'érable qu'ils allaient vendre au marché Bon Secours. Y avait-tu du whisky au travers de ça? Oui, il y avait aussi du whisky. Oh! On faisait pas de contrebande, là. On n'était pas là-dedans, là. OK. Ah, il faisait son whisky vraiment pour ses besoins personnels, pour les amis et la famille. Mais oui, donc Ludger était entrepreneur. Lui, il allait au marché Bon Secours avec ses chevaux, puis il partait avec de la farine, avec du blé, avec des légumes, puis son sirop d'érable qui était vraiment recherché à Montréal. Et là, par la suite, évidemment, parce que le temps file rapidement dans ce genre de chronique-là, même si c'est fort intéressant, on a classé donc la maison patrimoniale en 1974. Et bon, on l'a par la suite aussi l'année suivante, donc protégée aussi de manière supplémentaire. Oui. Mais là, depuis 2007, c'est Daniel et Chantal qui sont propriétaires. Tu les as rencontrés? Oui, vraiment. Quel généreux. Ces gens-là sont extraordinaires. S'ils ont entrepris de prendre soin de cette maison-là, on peut déjà deviner un petit peu leur caractère au niveau du respect du patrimoine, au niveau de l'intérêt de la recherche. Daniel m'a montré des photos où est-ce qu'ils ont enlevé tout le crépi qui était entouré des pierres. Donc, les pierres n'étaient plus là. Tu sais, si on regarde un petit peu l'histoire de la maison Terrien, dans les années 60, il avait mis un crépi, puis il avait fait comme si c'était de la pierre taillée, mais en réalité, c'était pas le cas. C'était pas le cas. Ouais. Donc, lui, avec son père, c'était les échafauds. C'était vraiment d'aller à la main parce que c'était des pierres, c'était délicat. Tu peux pas arriver puis faire tomber ça d'un coup sec. Donc, c'était vraiment un travail de moine, littéralement, dans ses mots à lui, pour enlever tout ça. Ensuite, ils ont forgé tout ce qui est les poignées pour avoir vraiment comme les poignées originales. C'est pas comme s'ils l'ont acheté, là. Ils ont forgé, lui et son père. Ils ont commandé vraiment des trucs très, très particuliers. Ils ont ajouté un toit en bardeau.
Tout en voyant aussi l'aspect je pense, d'une guerre d'Iroquois qui avait lancé une flèche et je crois que ça avait le toit avait in extremis réussi à ne pas être brûlé, mais il y a encore des traces de ces brûlures-là dans le bois, dans le bois original, là, je crois. Exactement. Donc, même si on a le bardeau de cèdre, à l'intérieur de la maison, on peut voir effectivement le trou où est-ce qu'il y avait eu une guerre avec les Iroquois. Alors, quand même assez impressionnant. Et tu me racontais aussi, parce qu'il nous reste une minute, mais dans la pierre, il y a comme à l'époque, il n'y avait pas évidemment de frigidaire, mais pour conserver les aliments, il y avait comme dans la pierre une sorte de mini placard. Et parle-moi un peu de ça, parce que je trouve ça vraiment très intelligent comme possibilité de l'époque. Ben oui, exact. Exactement. Donc, juste pour conserver les aliments qui étaient, il fallait les garder le plus au frais possible. Quand je suis allée visiter, Daniel, il m'a dit, viens ici. Il ouvre une porte, j'ai mis ma main, c'était froid presque comme un réfrigérateur. Juste pour te montrer comment les techniques anciennement, oui, ça fait 300 ans, mais c'était quand même très intelligent. C'est ce qu'on appelait véritablement une bière tablette. Oui, effectivement. Mais à l'époque, j'avais ça une bière de 300 ans. J'aurais aimé ça voir comment elle pouvait être plus réfrigérée. De manière plus sérieuse, merci beaucoup d'être venu nous parler de la Maison Terrien. J'ai très hâte déjà que tu nous exposes une autre maison de notre patrimoine. Merci beaucoup, Sophia Iannantuono. Merci, Alex. Merci. Bye. Bye bye. Le 7 mai prochain, une course familiale qui vous est dédiée. 1 km, 3 km, ça vous tente. Comment et par où commencer pour comprendre davantage de l'activité? On y va avec la responsable des communications de l'Association des résidents de Champfleury. C'est Christelle Gourdet qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Plaisir, exaltation, tout ça pour le 7 mai. Exactement. En fait, nous, on avait le désir justement de créer un sentiment de bien-être auprès de notre clientèle, auprès de la communauté, en fait, à Champfleury. Fait que, on s'est dit qu'on veut être haute en couleur, on veut comme, ramener un peu, genre, une vie au quartier, on veut aussi. Après la pandémie, là. Exactement, parce que l'année dernière, on avait fait la première course, le premier événement dans le coin après la pandémie. Puis justement, on avait vu que qu'est-ce que ça a dégagé comme effet, l'effet rassembleur, le fait que le monde venait pour lâcher leur fun. On aimait ça. On trouvait que c'était plus représentatif aussi de notre communauté d'avoir un événement de ce style-là. Puis c'est pour ça que cette année aussi, on revient en force. Là, on va bonifier, on va rajouter plein d'activités, plein d'animations, justement. Là, dans le fond, on va avoir on a plusieurs partenaires qui sont impliqués. Par exemple, on a un Décathlon qui va nous amener peut-être 5-6 activités, justement, que le public va pouvoir participer. Après ça, on va remettre des collations santé, on va avoir des tubes qui vont être remis, on va avoir beaucoup plus de couleurs, on va avoir des glissades, on va avoir de l'eau, du plaisir, hein? Le plaisir va être là. Fait qu'on met pas notre linge le plus propre, là. Je veux dire, on s'entend, là. Mais je vous disais de mettre quelque chose de confortable, puis que ça vous dérange pas de vous salir dedans, mais après ça, l'important, c'est d'être bien. Parce qu'au final, les vêtements, c'est du matériel, mais le plaisir, c'est à l'intérieur que ça se fait. C'est ça. Et comme tu dis, c'est que vous joignez l'utile à l'agréable. C'est-à-dire, là, on bouge, puis en plus, c'est qu'on s'amuse, on a du fun, on a du plaisir. Puis les tracés sont quand même assez faciles d'accès, 1 et 3 km. Donc, pas besoin d'être un coureur de marathon, un marathonien pour pouvoir faire ces courses-là. Non, du tout, parce que le but, justement, c'est que ça soit accessible à toutes sortes de clientèle, que tu sois un sportif, que tu sois pas du tout un sportif, que ça te tente d'essayer quelque chose de nouveau. Mais c'est parfait parce que nous, on veut que ça soit familial. On veut que autant les petits, les grands, les aînés puissent pouvoir participer puis passer un moment en famille. Puis tu sais, c'est une excuse en fait, hein, pour comme rassembler les gens puis créer des souvenirs en famille, créer des souvenirs, créer des relations, rencontrer du monde puis juste comme accueillir le printemps. C'est ça, et développer un sentiment d'appartenance. C'est un point de rencontre, donc une vie de quartier qui se mobilise, une communauté aussi qui se rencontre avec ces événements-là. Exactement. Puis même avant le début de la préparation de la course, on recevait déjà des appels. Le monde, ils veulent cette course-là, puis c'est le fun. Donc, au moment de se parler, on peut s'inscrire. Est-ce qu'il y a des cours attachés à ça? Comment on peut le faire? Exactement. En fait, aujourd'hui, on commence les inscriptions régulières. Fait que jusqu'au 6 mai, vous allez pouvoir vous inscrire comme toutes les informations sont sur notre site Internet, en fait, dans la page de notre course. Et sur Facebook, j'imagine. Sur Facebook, tout est publicisé, en fait, sur Facebook, sur notre site Internet. Fait que après ça, pour les inscriptions, les tarifs, ça va être à peu près
une quinzaine de dollars par personne. Puis on a même une promotion. Si vous êtes une gang de 15 personnes, c'est 10 dollars pour participer comme un tarif de groupe. Fait que vous pouvez faire votre équipe. Ben oui. Puis juste dire comme, OK, la gang, on va participer à un petit mini-marathon. Pas besoin d'être bon, pas besoin d'avoir du cardio. Non. Mais vous pouvez avoir du plaisir. Ben, avoir du fun. C'est ça. Puis costumez-vous. Moi, tu sais, tant qu'à ça, se costumer, pourquoi pas? Ben oui, on veut que ça soit coloré. Il y a du monde. On va avoir un kiosque de maquillage, justement, si les gens veulent se maquiller pendant les festivités. Fait que c'est vraiment comme... On vient lâcher notre fou. Ben oui. Avec on va célébrer l'arrivée, tu l'as dit, le printemps, mais là, l'été, puis ah ouais, let's go. Ben exactement, le bon temps. Mais là, évidemment, l'Association des résidents de Champfleury, c'est plus que ça. C'est plus que l'événement du 7 mai, parce que je veux le rappeler aux gens, parce que vous donnez accès notamment à ce camp d'été aussi. C'est le temps de s'inscrire. Exactement, parce que les loisirs, c'est quand même un volet très important pour l'organisme. Fait que, tu sais, on a des cours de mise en forme, on a justement la session de printemps qui vient juste de commencer. Fait que comme il y a des places qui sont disponibles, fait que les gens peuvent toujours visiter notre page Facebook, ils peuvent visiter notre site internet pour trouver justement comment s'inscrire. Puis aussi, on a le camp estival qui est déjà entamé. Il reste quelques places aussi pour les parents qui veulent inscrire leur enfant, parce que c'est quand même parce que oui, c'est un enjeu tellement, et c'est important de le dire. Puis justement, on a parlé également dans cette émission avec les gens du comité loisirs Renaud Grosseul, puis on disait à quel point on cherche aussi des animateurs ou des moniteurs aussi, là, on peut l'appeler comme on veut, mais on comprend là où je veux aller. Donc, vous êtes à la recherche aussi de ces gens pour occuper les jeunes? On est à la recherche on est toujours à la recherche d'employés et des personnes qui veulent se démarquer puis avoir du plaisir avec nous, parce que on est quand même une petite équipe, fait qu'on est quand même soudés. Puis après ça aussi, on est à la recherche de bénévoles pour la cause. Si jamais il y a du monde que ça leur tente de s'impliquer, ils veulent pas nécessairement courir, ben tu sais, nous on est prêts à vous accueillir les bras ouverts. Ben oui, c'est sûr, parce qu'on sait à quel point la pandémie, malheureusement, dans les organismes, c'est plus difficile le recrutement des bénévoles. Oui, vraiment. Besoin criant pour nos organismes dont vous faites partie. Et là, est-ce qu'on peut parler, parce que je sais que c'est encore plus loin dans l'espace-temps, mais on a une petite primeur comme ça. On a des chances, nous autres, dans cette émission-là, avec, pour votre information, le 27 août, donc à la fin de l'été. C'est déjà une date à inscrire à votre agenda parce que vous allez dévoiler quelque chose de nouveau. Exactement, parce que dans le fond, il y a des changements qui s'en viennent au sein de l'ARC, l'Association des résidents de Champfleury. Fait que là, dans le fond, on a d'habitude, on a un événement, le Festifleury, on présente nos activités. Puis là, on a une petite coche de plus parce que ça se peut qu'il y ait des changements au niveau du branding, notre image de marque et tout, mais tout va être affiché et présenté le 27 août. Donc, c'est ça. Image de marque, et pourquoi vous avez décidé d'aller de l'avant maintenant avec une nouvelle image de marque? Est-ce qu'il y a peut-être une stratégie derrière ça? Ou en fait, c'est que, mettons, on veut vraiment que notre organisme soit répondre aux besoins de notre communauté. On veut vraiment être à l'image de l'endroit où est-ce qu'on est, puis qu'est-ce qu'on veut, c'est que ça soit convivial, on veut que ça soit familial, on veut que les gens aient un sentiment de bien-être dès qu'ils franchissent la porte de notre organisme. Fait que c'est vraiment important pour nous. Puis tu sais, ça part de changements colossal, que ce soit au niveau du lieu physique, on va faire aussi, justement, on va le réaménager, que ce soit au niveau de nos sites internet, que les programmes, peut-être les cours. Exactement. En fait, on veut ramener un esprit de renouveau, puis on veut le faire justement le 27 août. Pour le lancement. Avec une petite touche de modernité pour une nouvelle saison. Exactement. Le 27 août, on sera là, d'ailleurs, pour pouvoir, j'en suis persuadé, rapporter tout ça. Et je t'invite à venir nous en reparler, à venir nous présenter cette image de marque. Ça me fait plaisir. Ça me fera plaisir aussi de t'accueillir, Christelle Gourdet. Je rappelle que tu es responsable des communications du côté de l'ARC, soit l'Association des résidents de Champfleury. Puis, pour la course du 7 mai, on réitère, tout est au bas de l'écran pour s'inscrire, avoir de l'information supplémentaire, Facebook et site Internet. Merci beaucoup et bonne course. Merci beaucoup. Merci à toi. Le Joli Bedon de Marion, c'est un livre qui est disponible partout au moment de se parler, d'ailleurs qui s'est distingué récemment, nommé, on va préciser le tout, avec une chanteuse que vous connaissez, mais autrice également. On se connaît bien quand même, Renée Wilkin qui est avec nous. Salut! Salut, ça va bien? Merci, certainement, je suis vraiment heureux de t'accueillir. Récemment reçu une nomination pour, c'est quoi, c'est le prix Équilibre? Le prix Équilibre, oui, c'est le groupe Équilibre, dans le fond, là, eux mettent de l'avant toutes les initiatives au Québec là, qui parlent de diversité corporelle. Donc, chaque année, il y a 5 initiatives qui sont
sont mis en nomination. Le but, c'est d'en parler le plus possible. J'étais fière d'être le seul livre jeunesse là, qui était en nomination là, pour parler de diversité corporelle. Je pense que c'est important d'en parler dès la littérature jeunesse. Donc voilà, puis il y avait 4 autres belles initiatives là, en nomination. En tout cas, félicitations. Ultimement, je veux dire, c'est vraiment de se démarquer parmi tous les projets jeunesse. C'est déjà un grand fait d'armes de le soulever, puis je voulais commencer avec ça. Et puis, bon, c'est ton 3e pour ce qui est de ce volet jeunesse. On parle souvent de différence, de diversité corporelle pour toi. Pourquoi c'est important de poursuivre dans ce sillon-là que tu as tracé depuis le jour 1? Oui, ben j'en parle évidemment dans ma carrière musicale, dans mes chansons, tout ça. Mais j'avais cette idée-là de livre jeunesse depuis très longtemps que je chérissais. Mais bon, j'avais pas nécessairement le temps de me poser avec la tournée, les enfants, tout ça. Là, il y a eu la pandémie, ça a eu ça de bon pour moi. J'ai pu en écrire 3 à ce moment-là. Ensuite, il y en a un 4e qui est sorti, un 5e qui s'en vient. Mais je voulais surtout que les enfants qui se sentent différents soient représentés dans la littérature jeunesse. La même chose que je fais dans ma musique, de voir dans la culture pop une chanteuse qui est pas nécessairement dans les standards de beauté qu'on nous impose, parce que bon, c'est la réalité. De le voir des histoires avec des personnages principaux, secondaires qui nous ressemblent à tous, à tous et chacun. Donc, c'est ce que je voulais faire. Puis, je le vois déjà avec ce que je reçois comme témoignage des enfants, qu'il y en a qui apportent leur livre à l'école parce que le personnage principal leur ressemble, puis ça me fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur. Puis quand on parle de diversité, est-ce que tu vas dans ton entourage parce que tes enfants aussi viennent en quelque sorte de la diversité, il faut le dire là aussi. Ben, en toute honnêteté, le premier livre, je l'ai écrit en cadeau pour mes enfants. Je savais pas ce que ça donnerait, je savais pas l'accueil que ça aurait du public. Je cherchais des livres sur la diversité de genre parce que bon, mon fils aime tout ce qui est robes, les fleurs, les paillettes et tout ça. Donc, je cherchais des livres lumineux sur le sujet. J'ai écrit le premier, Le cœur rougeur de Nestor. Puis ensuite, ça a déboulé, mais c'est tout est inspiré de mon entourage. Mes enfants ont la peau métissée, comme étoilée, comme Anicée, dans le 2e livre qui est La peau étoilée d'Anicée. Puis bon, ensuite, c'est le petit livre que j'aurais aimé avoir moi étant petite dans ma bibliothèque, mais c'est ça, des gens de mon entourage qui m'ont inspirée. Bon, le dernier est sur un enfant qui a la leucémie, là, c'est pas nécessairement quelque chose que j'ai vécu, mais je suis allée chercher des témoignages de maman à Sainte-Justine et tout ça, donc voilà. Il y a un travail de fond qui est fait avec respect, là, aussi. Oui, là. Ben je veux m'assurer que ça représente vraiment, tu sais, les gens de qui je parle. Évidemment, je peux pas, tu sais, je touche pas nécessairement à tous les sujets. La même chose pour le tome 2, je sais pas ce que vit une personne racisée au quotidien, mais je peux, de mes yeux de maman, voir ce que mes enfants vivent. Donc, c'est ce que je raconte. Je sais que c'est pas toujours tout beau quand on fait partie de catégories de gens marginalisés ou de la diversité, mais moi, je voulais offrir des livres lumineux avec des protagonistes qui ont un entourage qui accepte tout ça. Avec un ton pour les enfants aussi, puis des illustrations pour supporter aussi le texte. C'est important, les magnifiques illustrations de Annie Boulanger. Oui, Annie a fait un superbe travail. Puis, on s'est parlé beaucoup, on s'est assuré. Je disais même les personnages secondaires, moi, je veux pas que tous les enfants aient les dents droites et parfaites, puis que personne soit échevelé. Je voulais vraiment que ça représente la réalité. Il y a une famille qui est venue me voir au Salon du Livre. Ils ont ouvert la première page du livre, puis c'était eux, la famille. Tu disais, c'était la première fois que dans un livre, je voyais moi, une femme grosse avec mon mari. Elle dit, c'est nous 4, puis là, on riait parce que c'était effectivement ça, mais elle disait, j'en avais jamais vu avant, dans les livres d'histoire que je lisais à mes enfants. Ça amène des réflexions, puis les conversations aussi pour les alimenter à la maison également. Oui, mais c'est ça le but. Le but, c'est juste de discuter de la différence, que ce soit les parents, les amis, la famille, discutent de ça, puis fassent justement qu'on ait une ouverture à ça, qu'on s'intéresse, puis que ce soit représenté juste de dire, ben je l'ai vu dans un livre, puis c'est ça mon entourage, et voilà. Puis d'ailleurs, parlant de dialogue, c'est que toi, suivant la parution de ces 3 premiers livres-là, tu donnes des conférences, des ateliers dans les écoles. Est-ce que justement ton retour sur les enfants, les jeunes, soit les commentaires, les questions, tout ça, est-ce que c'est en corrélation avec ce que tu t'attendais? Est-ce que des fois tu as eu peut-être des observations de leur part qui t'ont surprise? En fait, ce que je trouve le plus beau, c'est qu'en général, les enfants ont une belle naïveté et une grande ouverture à la différence, justement. Souvent, ça vient plus des parents ou de l'entourage, parce que, des fois, d'entrée de jeu, exemple, avec le joli Benoît de Mario, je vais dire, vous pensez que c'est qui le personnage? C'est qui ressemble à qui? Puis tout le monde est là.
Tu sais, c'est Ouais, comme ouais. s'ils font pas le lien. Puis là, je leur dis, ben c'est moi. C'est Là, toi, je te dis, oui. Puis ils font, ben oui, mais tu sais, à la base, il n'y a pas de jugement préconçu ou quoi que ce soit. Donc, on en parle vraiment dans l'ouverture. Tu sais, j'ai surtout des commentaires disant, ben moi, je l'ai Nestor à la maison. Puis là, c'est un enfant qui vient me voir. Puis c'est un petit garçon. Puis il est en robe. Puis il est fier parce que il l'a apporté à l'école. Puis il a pu en parler. Donc, c'est surtout des beaux moments. Puis des grandes discussions sur l'ouverture. Ouais. Puis juste réaliser que tous les corps sont valides, que tout le monde est différent, puis qu'on veut juste s'intéresser, puis voilà. Puis j'imagine que pour toi, ça te fait un grand bien aussi. Y a-t-il un côté, j'oserais dire thérapeutique, parce que, ou peut-être en quelque sorte. Oui, puis je dirais que j'avais déjà dans ma vie eu des commentaires par rapport à mes albums, tout ça, par rapport aux chansons, mais là, on dirait que ça a comme une portée encore plus grande quand les gens m'écrivent et me disent « Je savais pas comment aborder tel sujet » ou « Ma fille, elle trouve ça difficile parce qu'à l'école, elle a des commentaires sur son corps. » Ben là, de recevoir des témoignages me disant « Ben ces livres-là nous ont aidé à au moins ouvrir la discussion », ben c'est sûr que ça me rend fière. Et ben là, justement, là, on connaît ton talent de chanteuse incroyable, toujours avec British Show qui poursuit sa tournée au moment de se parler. Est-ce que toi, là, tu es en préparation de quelque chose? Puis là, tu nous avais offert une chanson de Noël l'automne dernier, puis là, je crois, c'était de ton cru, tu avais écrit le texte. Oui, paroles et musique en collaboration avec Gabriel Bertrand-Gagnon, mais est-ce que tu vas composer? Ah oui, pour vrai? Ben là, on dirait que j'avais jamais osé, je sais pas pourquoi. Je prenais pas les devants. Tu sais, j'ai toujours composé la musique avec des co-compositeurs et tout ça, mais j'écrivais pas les paroles en français. Là, je me suis dit, après 4 livres, je pense qu'il serait temps que j'assume. Mais j'imagine qu'il y a une différence, écrire une tune et écrire un livre aussi. Là, oui, c'est vraiment différent. Mais tu sais, on peut aussi ajouter un côté qui est peut-être plus poétique et moins au premier degré, si on peut dire. J'aime ça. La chanson de Noël, on dirait que ça a été le premier élan parce que je trouvais ça plus simple parce que c'était une chanson de Noël. Puis là, je suis dans l'écriture d'un nouveau single, puis c'est moi qui signe le texte ici. Donc, je suis bien contente. On peut peut-être espérer entendre ça quand, là? J'aimerais ça fin d'été, automne. Là, OK. Très cool. Donc, on va prêter oreille à ça. On va surveiller tes tribunes, tes plateformes. Et aussi, un 4e, je pense, volume le 4e est déjà sorti à Noël. Le 5e va sortir à l'automne. C'est un personnage, par contre, que j'avais déjà présenté dans Le Joli Vedon Rond de Marion. C'est Marcus qui a 2 mamans. Donc, c'est le prochain, le prochain sujet, exactement. Puis, plein de spectacles aussi qui s'en viennent autant solo qu'avec des projets de musical. Tu viendras nous reparler de ce 4e. Ben, tu viens en tout temps, mais évidemment, je veux te revoir pour qu'on puisse parler de ton prochain volume. Il fallait qu'il arrive, il fallait qu'il tombe. Mais c'est correct, on vient de finir l'entretien. Je l'ai rattrapé au bon moment. Merci beaucoup, René Wilkins. Merci à toi. Toujours la bienvenue. Vous connaissez sans aucun doute l'imitateur et humoriste Michael Rancourt. On l'a vu à la télé, on l'a vu sur plusieurs tribunes. Hey, déjà, puis moi, je savais pas, 35 ans de carrière, 60 ans aussi, lui qui va célébrer ses 60 ans en 2023. Je suis très heureux de le rejoindre par le truchement de la technologie. Salut, Michael Rancourt. Salut, comment ça va? Ça va très bien. Qu'est-ce qui fait le plus mal? 35 ans de carrière, 60 ans de vie, qu'est-ce qui frappe le plus? Avec ton introduction, je n'étais pas sûr que tu n'allais pas dire 60 ans de carrière. Je ne voudrais pas te vieillir trop. OK. Mais non, 60 ans, 60 bougies, ouais, c'est ça. Ben, effectivement, c'est quelque chose je le vis à chaque jour parce que, tu sais, vu qu'on fait la promotion du spectacle, j'en parle à tous les jours, puis à chaque jour, je dis, tabarouette, déjà 35 ans, ça a tellement passé vite. Et 60 ans aussi, j'ai l'impression de vieillir et de ne pas voir le temps passer, mais wow, c'est bien le fun de vivre tout cet engouement autour des 35 ans de carrière. C'est le fun. En tout cas, dis-toi que tu ressembles à George Clooney. Hey. Non, mais voilà de même, t'es beau bonhomme, t'as de belles chevelures, toi, blanches. Puis là, en plus, il y a Yannick. Oui, ça va être d'accord avec tout. Je suis sûr que oui. Non, mais en plus, dis-toi, toi, tu chantes bien, George Clooney chante mal, en plus. Ah, j'ai au moins ça de plus, effectivement. C'est ça. Pas le compte en banque, mais quand même. Faut voir. C'est pas grave. C'est ça. Mais dis-moi, en 35 ans de carrière, est-ce que tu as des regrets? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais accomplir encore, peut-être qui n'ont pas été accomplies jusqu'à présent? Ou... Ben oui, j'ai pas de regrets en tant que tel. Je pense que le fait d'avoir fait 35 ans déjà là et d'être encore là, je pense qu'il y a des belles décisions qui se sont prises pour moi. Il y a certaines affaires, j'aurais peut-être aimé faire du cinéma, peut-être être un peu plus acteur, des choses comme ça, mais avec le temps,
les shows se sont bousculés, et tout va vite, hein, finalement. Et on s'aperçoit à 60 ans, tu vas voir quand tu vas avoir 60 ans que les années passent vraiment très vite. Et non, j'ai pas de regret. J'aurais aimé ça peut-être aller en France, mais il est jamais trop tard. Non, effectivement. Et on le sait, c'est pas terminé. Oui. En parenthèse. Ce qui veut dire qu'il n'est pas trop tard, on verra. Il y a peut-être des choses qui se développeront à ce moment-là. Mais pour l'instant, c'est vraiment la tournée Les Inoubliables qui se poursuit. Je pensais que tu allais d'ailleurs mentionner que tu t'en allais en France, qu'il y avait un projet dans l'air d'aller en France, là. Non? Oui, non? Bien, il y a un projet il y a de l'intérêt, en tout cas. Une chose est sûre, c'est qu'il y a de l'intérêt. Il y a des gens là-bas qui sont intéressés à faire des choses avec moi. On doit se rencontrer, on doit faire des rencontres, on doit voir la possibilité aussi de faire ça, parce qu'on est vraiment dans un autre monde. C'est vraiment différent. Les Inoubliables, peut-être ça peut être transportable là-bas. Ça peut être aussi transportable autant du côté anglophone que francophone. Wow. Des imitations en France, les imitateurs font presque toutes des imitations en français. Ce qu'il y a moins là-bas, c'est des imitations en anglais. Alors moi, j'aurais peut-être un peu d'ajustement à faire dans le spectacle avec les gens que j'avais rencontrés. Là, je m'avance un peu quand je dis ça parce que, bon, avant, il faut que je les rencontre. Mais oui, il y a des pourparlers, des rencontres qui vont se faire éventuellement pour peut-être réaliser un peu ce que tu me disais tantôt. Est-ce qu'il y a des choses que j'aimerais faire? Ben oui, peut-être que dans les années qui suivent, à partir de mes 35 ans, peut-être que ce serait le temps de faire un petit saut là-bas. Et là, je voyais sur ton calendrier de spectacle qui, en 2023, bien garni, 2024 aussi, avec quelques dates déjà qui étaient à ton horaire, avec Les Inoubliables. Parle-moi de ce spectacle-là que tu vas célébrer au cours des prochains mois pour justement tes 35 ans de carrière. Mélange quoi d'humour, de chansons qui correspond à ta réalité qu'on connaît bien quand même? Ben, c'est un spectacle. Bon, c'est sûr que c'est ma 10e tournée. Ma 10e tournée, ce qui veut dire qu'il y a eu bien des concepts de spectacles qui ont été faits auparavant. J'ai eu... Quand Michel Louvain est décédé, j'ai posté une photo avec Michel qui m'avait donné un bon coup de main à mes débuts en 88. Et j'ai posté une photo avec lui. J'avais pris là, 4 ans, peut-être, on avait fait un événement dans le même festival. Et les gens m'ont dit, après qu'il soit décédé, pourquoi tu ne ferais pas un hommage à Michel Louvain? Oui, j'avais le goût, mais je me suis dit, pourquoi ne pas faire un hommage à toutes ces grandes voix francophones qui sont disparues, mais qui ne sont jamais oubliées? Le public québécois aime beaucoup réentendre des chansons en français. En anglais aussi, mais en français. Alors, j'ai décidé de faire un spectacle francophone, complètement francophone, avec des musiciens. Et les gens ont choisi les imitations que j'allais faire dans ce spectacle parce que j'ai demandé sur Facebook, est-ce que vous pouvez me donner des suggestions d'imitations que vous aimeriez entendre dans ce spectacle? Et c'est les gens qui ont choisi les imitations. Il y avait du Aznavour, Gilbert Bécaud, Joe Dassin, Dalida, Jerry Boulet, Boule Noire. Il y a même des personnages qui viennent du ciel. Du ciel parce qu'ils sont décédés, qui viennent faire un petit tour dans le spectacle. Aussi, René Angélil vient me donner des petits conseils. Oui. De là-haut, il y a Pierre Légaré qui est décédé il y a quelques années, qui était un homme que je connaissais beaucoup et que j'avais déjà imité avant, mais que ça me donnait un beau prétexte pour le ramener dans le spectacle et tout ça. Et il y a quelques-uns comme ça qui reviennent, qui viennent de loin, mais bon, de temps en temps, c'est toujours plaisant de les entendre. Alors, et les imitations, c'est le public et les extraits de chansons aussi de ces imitations-là, c'est le public qui l'a choisi aussi avec leurs suggestions. Alors, je peux juste rendre ce qu'on m'a demandé de faire, finalement. Sur scène, Les Inoubliables, c'est ce que vous aviez envie d'entendre de Michael Rancourt pour cette nouvelle tournée-là qui s'installait pour les 35 ans de carrière et la 10e tournée. Alors, si les gens viennent, ils vont être contents parce qu'ils vont avoir eu leurs suggestions sur scène avec les imitations et les musiciens et le décor et tout ça. Je pense que ça fait un beau... c'est un beau mélange de rire, effectivement, ce que tu disais, de rire, de nostalgie, de réentendre. Et je fais pas seulement qu'un extrait de Michel Louvain, un extrait de Gilbert Bécaud, je fais plusieurs extraits de chacune. Donc, à l'écoute de ton public, ça, on adore ça. Et Michael, est-ce que tu chantes avec moi? Aussi, OK. Et moi, je voulais dans les... Excuse-moi de t'interrompre parce que des fois, avec la communication, avec l'Internet qui coupe des fois. Et je voulais aussi aborder avec toi juste
pour moi, ce qui m'a fasciné, c'est ton imitation de « Il était une fois dans l'Ouest ». Tu sais, ce fameux numéro que tu avais présenté qui, je pense, t'a rendu célèbre partout. Hein? Est-ce que pour toi, c'est un des numéros signature, tu penses, de toute ta carrière jusqu'à présent? Oui, effectivement. C'est un numéro et bizarrement, ce que je vais te dire là, parce qu'on en parlait tantôt, bizarrement, pour les Français avec qui j'ai des contacts, c'est ce numéro-là que j'ai envoyé pour qu'ils écoutent, parce qu'ils ne connaissent pas Michael Rancourt. C'est qui ça? C'est qui ça? C'est bien qu'on ne connaît pas. Alors, j'ai envoyé l'extrait de « Il était une fois dans l'Ouest » qui est enregistré et ils ont vraiment, vraiment aimé. Alors, c'est pour ça que ce numéro-là fait partie de tout ce que j'ai fait. C'est Jean-Pierre Lalande qui jouait à l'époque où toi, tu es un peu plus jeune. Même moi, je ne l'ai pas connu vraiment. Jean-Pierre Lalande était le musicien qui jouait aux expos. Il jouait de l'orgue aux expos dans le temps. Et c'était un multi-musicien qui faisait plein d'affaires dans ses shows. Et un jour, je l'ai rencontré pour mes bandes sonores et c'est lui qui m'a amené l'idée de faire « Il était une fois dans l'Ouest ». Là, j'ai fait comme, c'est quoi tu veux dire? C'est une fois dans l'Ouest, tu veux faire quoi avec ça? Ben, tu vas faire des sons, tu vas faire l'harmonica, tu vas faire le vent, la soprano qui chante à la fin, tu es capable de faire ça. Mais c'est lui qui m'a amené cette idée-là, qui a été le numéro qui me suit encore. Et même encore là, je le fais plus dans mon spectacle Les Inoubliables, mais moi, à travers mes spectacles Les Inoubliables, j'ai d'autres spectacles que je fais aussi. Je fais un spectacle solo qui se promène un peu partout dans les festivals, les corporatifs et tout ça. Alors, ce numéro-là, je le fais dans ce spectacle-là qui est corporatif. Dans Les Inoubliables, je le fais pas, quoique ça pourrait peut-être éventuellement revenir parce que j'ai beaucoup de demandes avec ce numéro-là. Puis je pense que ça pourrait faire une belle finale peut-être. Oui. Du show Les Inoubliables, quoi qu'on a déjà une finale, mais l'idée trotte un peu dans pourrait bouger, mais c'est ça, pourrait bouger avec le temps. C'est un spectacle, on le sait, ça bouge très, très souvent. C'est l'art vivant, comme on dit très souvent. Et merci beaucoup, Michael Rancourt, d'être venu nous parler. On t'attrape. Tout est au bas de l'écran pour pouvoir aller te voir en tournée qui se continue 2023 et 2024. Et bon 35e aussi. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est un grand plaisir. Merci à toi. Bye. À peine quelques jours depuis sa sortie, certains avancent que Ben Affleck, par exemple, ou même Matt Damon pourraient peut-être remporter un Oscar. Est-ce qu'il a ce même avis? En tout cas, les critiques sont dithyrambiques pour le film Air. Nicolas Vincent Poirier qui est avec nous autres pour nous en parler. Salut! Salut Alex! Et évidemment, je le disais d'emblée, il y a même Viola Davis qui joue la mère de Michael Jordan dans ce film-là, qui est en soutien, mais je ne serais pas étonné non plus de la voir comme peut-être pressenti en nomination dans certaines catégories, comme les Golden Globes par exemple, et même les Oscars. C'est un film qui retient beaucoup l'attention pour plusieurs raisons, mais qui, d'ailleurs, nous replonge en plein cœur des années 80. Oui, tout à fait, Alex. C'est l'histoire de la fameuse chaussure Air Jordan. Comment cette fameuse chaussure a connu le jour. Et ce que tu as dit, Alex, tantôt à propos, les Oscars et Viola Davis qui est excellente dans son rôle, est-ce qu'elle va avoir des nominations? Eh bien, c'est Michael Jordan qui a choisi Viola Davis pour interpréter sa mère dans le film. Et Michael Jordan a lui-même approuvé le projet. Donc, c'est quand même très important qu'un des acteurs principaux dans cette histoire-là, le soulier porte son nom, ait donné son appui à ce film-là. Et aussi, en parlant d'Oscar, c'est évidemment Ben Affleck qui a réalisé ce film-ci. Et ce film-ci, avant qu'il soit fait, c'est un scénario qui s'est retrouvé dans ce qu'on appelle la Blacklist d'Hollywood. Et c'était un des films qui était considéré dans le top de la Blacklist. Et qu'est-ce que c'est cette Blacklist-là? Eh bien, c'est tous les scénarios non produits, mais qui sont considérés comme excellents. Et dans cette Blacklist-là, qu'est-ce qu'on a retrouvé il y a plusieurs années de ça? Eh bien, le scénario pour le film Argo, pour lequel Ben Affleck a réalisé et a remporté l'Oscar du meilleur film. Donc, peut-être... C'est ça. Mais par contre, si tu parles de Argo, il avait reçu de vives critiques parce qu'il avait d'un événement qui était historique, mais qui avait eu, plusieurs enjeux politiques à l'international. Il avait reçu de vives critiques pour l'adaptation. Mais là, il l'a mentionné, il l'a dit aussi, il y a beaucoup d'adaptations libres, il y a beaucoup de choses
qui sont romancés parce que c'est un film. Oui, on part de la base, de la prémisse que, évidemment, il y a cette signature de contrat de Michael Jordan, son clan avec Nike, à une époque où Converse et Adidas étaient ceux qui dominaient le domaine des chaussures dans l'univers du basketball, mais n'en demeure pas moins que il a aussi peut-être, est-ce que tu es d'accord avec moi, peut-être dit déjà d'emblée qu'il y avait une adaptation libre pour s'éviter ce genre de critiques-là qu'il avait reçues pour Argo? Oui, tout à fait. Bien, il faut... Tous les films qui sont basés sur des faits vécus, c'est tout un peu une adaptation libre parce que les vraies histoires, de la manière que la vraie vie se passe, c'est pas assez intense pour faire quelque chose d'1h30, de 2 heures d'extrêmement captivant. Il faut rajouter un peu de piquant et ça, c'est tout à fait normal. Oui. Puis, je voulais pas t'interrompre dans ta lancée, mais moi, ce qui m'a le plus fasciné, c'est, oui, certainement, Ben Affleck, qui joue l'un des cofondateurs de Nike, du nom de Philip Knight. Mais, par contre, moi, c'est bien sûr Sonny Vaccaro, qui est incarné par Matt Damon, qui fait un homme, dans la fin quarantaine, dans la peut-être début cinquantaine, bedonnant. Mais quel acteur qu'est Matt Damon, mais quel rôle aussi quand tu prends Sonny Vaccaro, qui a bel et bien existé, qui a fait la grande différence aussi pour Nike. C'est pas banal, le parcours de cet homme-là. Absolument pas. Et, Matt Damon a commencé avec Ben Affleck au cinéma. On se souvient de Good Will Hunting. Donc, je suis sûr que Ben Affleck s'est arrangé pour peaufiner le scénario pour que ce soit un rôle parfait pour Matt Damon. Parce que quand on prend un scénario comme ça, quand même qu'il est sur la blacklist des scénarios d'Hollywood, on le peaufine un petit peu pour les acteurs principaux, pour toutes sortes de raisons, pour les goûts du réalisateur. Donc, vu qu'ils se connaissent très bien, qu'ils ont une compagnie de production ensemble, d'ailleurs, je pense que cette compagnie de production-là a fait ce film-ci, Air. Donc, ça m'étonne pas du tout que Ben Affleck ait arrangé un petit peu le scénario pour son ami Matt Damon. Et ensemble, ces deux-là, ils font un duo absolument incroyable. Ouais. Ne nous méprenons pas, c'est une belle incursion dans les années 80. On voit des scènes de joueurs de basket étoiles. On voit aussi la musique des années 80. On a des images aussi de faits historiques des années 80. Alors, je trouve que c'est une belle incursion aussi pour nous faire revivre le passé de ceux qui ne l'ont peut-être pas vécu, pour mieux comprendre la réalité de ces années-là, dans quel contexte historique l'entente s'est fait, mais aussi de ceux qui l'ont vécu, de la revivre. C'est vraiment très bien monté, très bien ficelé le film. Et par contre, peut-être pour ceux qui veulent aller le voir, ce n'est pas un film de basketball. Hein? C'est peut-être le dire. On ne voit pas de scène à proprement parler de basketball. C'est vraiment un film de l'intérieur de l'entente historique entre le clan Jordan et le clan Nike. Là. Tout à fait. Et aussi, ce que tu as dit, Alex, ça nous rappelle les années 80. On est replongé dedans. C'est la nostalgie. Écoute, c'est pas pour rien que ce film-là se fait maintenant. Je veux dire, Air Jordan, c'est encore très populaire aujourd'hui. Ça représente aussi la nostalgie du passé. Et une affaire aussi qui est importante de mentionner. Au départ, ce film-ci devait sortir sur Amazon Prime. Parce que, c'est Amazon Prime qui a aidé à faire ce film-là. Et c'est vraiment à cause des tests au niveau du public qu'on a décidé d'amener ça au cinéma. Et le film, avec entre 70 et 90 millions de dollars de budget, première fin de semaine au cinéma à travers le monde, 30 millions. Il arrive en 3e place en Amérique du Nord avec 13 millions environ. Et tu vois, ça, c'est l'erreur que tellement de plateformes de streaming font. Ils font qu'un bon film, et on l'amène, je pense à Prey l'année passée, et on l'amène, au lieu de l'amener au cinéma pour générer des profits, pour mettre plus d'engouement pour ces plateformes-là, justement, à quel point ils offrent des bons produits originaux, on amène ça directement sur ces plateformes-là et ils sont oubliés quand même très rapidement. Donc, et j'espère vraiment qu'à l'avenir, plus de productions comme ça, Amazon, Netflix, Apple TV, peu importe, les bons films
soit amené au cinéma. Est-ce que aussi tu crois qu'il n'y a pas aussi un intérêt de vouloir, connaissant les moments heureux qu'a connus aux Oscars avec Good Will Hunting, avec Argo, Ben Affleck aussi, à la fois comme comédien, comme réalisateur, il n'y a peut-être pas un intérêt aussi de l'envoyer au cinéma pour peut-être les plus puristes, pour que l'an prochain aux Oscars, aux Golden Globes aussi, ça soit considéré également par tous les observateurs, tous les critiques de cinéma également, dans une éventualité de nomination aux Oscars aussi. Oui, c'est sûr que ça, mais bon, en même temps, n'importe quel film qui vient de Amazon ou Netflix et les compagnies se disent, OK, on amène ça aux Oscars et puis bon, il faut que ce soit 2-3 semaines au cinéma, je pense. Ouais. C'est très facile de trouver quelques salles, le strict minimum pour que le film soit accessible aux Oscars par la suite, disons-le comme ça. Ouais. Mais ce film-là avait un très bon potentiel et on le voit par rapport aux résultats au box-office. Et maintenant, on est en train de se rendre compte que ces plateformes-là en streaming... Je te laisse compléter, mais on doit abroger. Je te laisse compléter ton idée. Vas-y, complète ton idée. Le cinéma peut sauver, je pense, beaucoup de plateformes en streaming. Pas les sauver dans le sens qu'ils seront vraiment dans le trouble, mais ils commencent à perdre un petit peu d'argent. Donc, le cinéma est une très bonne option. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Alex. Après plusieurs mois d'efforts et plus de 14 millions d'investissements, c'était en janvier dernier l'ouverture, le Musée de la santé Armand-Frappier qui inaugurait donc ces très attendues nouvelles installations. Puis pour nous en parler, Mme Guylaine Archambault, qui en est la directrice générale. Bonjour. Bonjour, Alexandre. Merci de m'accueillir. Un grand plaisir. Pour vous, c'est un travail colossal dont il y a eu à peine l'aboutissement de cela quelques semaines. Un tout nouveau musée, est-ce qu'on peut le dire, avec plus d'espace? Oui, absolument. Il faut noter que le musée aura bientôt 30 ans. Il a ouvert ses portes en 1994 sur le campus de l'Institut fondé par le docteur Frappier. Alors, mais voilà, ces nouveaux locaux, ils étaient attendus de longue date pour enfin donner à notre institution ses lettres de noblesse, être plus visible, plus accessible pour les visiteurs sur un site donc connexe au Cosmodome à Laval et donc pour offrir finalement un combo de visites à nos visiteurs de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Je vais vouloir vous en parler des nouvelles options puis des orientations que le musée pourra se doter puis pour les futurs visiteurs, mais peut-être pour les jeunes qui sont là et peut-être même les moins jeunes qui veulent s'initier à l'univers, aux scientifiques qui était M. Armand Frappier. Qui est Armand Frappier, peut-être pour le préciser aux gens? Ah oui, son œuvre est tellement importante, puis dans la foulée de la pandémie qu'on est en train de vivre, là, on le réalise encore davantage. Donc, Dr Frappier a vécu de 1904 à 1991, et quand il avait à peine 20 ans, sa mère est décédée de la tuberculose. Alors, ça l'a vraiment enjoint à entreprendre des études en médecine. Il est allé aussi étudier aux États-Unis, à Paris, à l'Institut Pasteur, voilà, apprendre à produire le vaccin BCG. Puis lui, il s'est dit, moi, je vais lutter contre les maladies infectieuses, la fameuse tueuse de maman, la tuberculose. Alors, il est revenu en Amérique à la fin des années 30 en sachant comment produire le vaccin contre la tuberculose. Puis en 1938, il a fondé l'Institut de microbiologie et d'hygiène à Montréal. Mais déjà en 1939, il achetait une ferme ici à Laval parce qu'on avait besoin d'animaux de la ferme pour produire les vaccins. Alors, cet institut est encore actif ici à Laval, fait partie de l'INRS. Et donc, toute sa vie, il l'a consacré avec ses collaborateurs à produire des vaccins, à former des scientifiques de haut niveau et également à rendre service, bien sûr, à la population et puis, voilà, à faire de la recherche sur les maladies infectieuses. Et il faut dire que c'est une avancée. C'est un peu l'équivalent de trouver pour l'époque, pour la tuberculose, un vaccin pour contrer la COVID ou guérir de la COVID. C'est un peu le parallèle qu'on peut faire. Absolument. Il y avait des avancées innovatrices. Oui, là. voilà. En 1925, il y avait à peine 1 million de population au Québec et 3000 personnes mouraient par année de la tuberculose. C'était énorme. Oui. Et ajouter à ça toutes les maladies infectieuses. Alors, il fallait œuvrer. Et puis, un francophone aussi, à l'époque, qui était peu de francophones allaient vers la médecine ou avaient la possibilité de le faire aussi. Oui, il a collaboré au premier pas de l'ACFAS, vous savez, l'Association canadienne-française pour l'avancement du savoir. Alors, absolument, on lui doit beaucoup. Un très grand pionnier. Et bon, évidemment, avec maintenant l'institution qui porte son nom, le musée donc Armand Frappier, donc on pense à une exposition qui va être permanente, celle-là, mais aussi des expositions qui vont être
temporaire et justement pandémie, l'humanité au défi. Qu'est-ce qu'on pourra voir lors de cette exposition, de ces expositions finalement? Oui, alors si on revient un petit peu en arrière, donc l'institution muséale est détenteur de collections, met en valeur des témoins, des objets témoins de la vie et l'œuvre du Dr Frappier. Alors, on continue de parler du Dr Frappier, mais comme vous l'avez évoqué avec l'exposition Pandémie, notre exposition permanente 4321 Santé, qui est une exposition de synthèse, on aborde vraiment les sciences contemporaines. Alors, 4321 Santé, l'exposition permanente, exposition de synthèse, on explore la santé à l'échelle des cellules et des molécules. Souvent, vous savez, quand la santé là, défaille, là, c'est à ce niveau-là, à cette échelle-là. Alors, les chercheurs, absolument. Alors, c'est important pour les chercheurs de décrypter l'infiniment petit, de le voir, de trouver des solutions. Dans cette exposition permanente 4321 Santé, on voit aussi la santé à l'échelle des individus, à l'échelle des populations, parce que oui, on a beau là, avoir des soignants, on a beau adopter de saines habitudes de vie, mais on doit aussi serrer les coudes en collectivité, avoir un bon système de santé, bon système d'éducation, etc. Je vous salue. Bonjour. Ah oui, voilà! Ramener de la pandémie. Et puis, oui, puis pour pandémie, voilà, donc ça, c'était l'exposition permanente. Puis l'exposition temporaire pandémie, elle sera là jusqu'à la fin du travail. Donc, chaque année, on change de thème. Et là, c'est vraiment une quête, un jeu questionnaire. Les visiteurs doivent endiguer une des 4 pandémies fictives qui leur sont proposées. Le défi est lancé. Alors, comment les microbes se propagent-ils? Puis, quelles sont les mesures que nous, humains, on a mis en place pour stopper ces infections-là? Ce sera une bonne façon de voir si après 2 ans et demi, 3 ans de pandémie, les gens ont bien compris que... Oui, je pense pour bien se cacher et bien mettre un masque ou du moins de se laver les mains. Absolument. Et je pense que c'est ce qui est le fun aussi avec le musée, c'est que c'est pour toute la famille et vous avez des camps de vacances, je pense, pour les jeunes scientifiques là, qui sont peut-être en herbe. Là. Absolument. On revient là, après 3 ans de pandémie avec des camps virtuels et autres. On revient avec nos camps en présentiel cet été. C'est pour les 6-12 ans. Donc, l'infiniment petit sous la loupe. Alors, camp de jour dans nos laboratoires. Et puis, tous nos visiteurs scolaires, familles, en plus de visiter les expositions, peuvent accéder à nos laboratoires éducatifs et vraiment mettre la main à la pâte, manipuler les micropipettes, regarder au microscope, etc. et s'approprier la science. Et tu sais, c'est peut-être pour certains, banal là où je m'en vais, mais moi je trouve qu'au contraire, dans un Laval qui se développe, le nouvel emplacement où vous êtes, ça aussi construit un tout nouveau centre-ville aussi. Ça vient aussi permettre aux familles puis aux gens de Laval aussi de connecter avec toutes les infrastructures aux alentours du musée aussi, et à même le musée qui fait partie aussi de cette nouvelle administration aussi de Stéphane Boyer et son équipe qui veulent développer le nouveau centre-ville de Laval aussi. On est tellement reconnaissant à l'administration municipale présente et puis la dernière, puis à tous les Lavallois et Lavalloises vraiment de nous avoir dotés avec le soutien de Patrimoine canadien de cette installation-là. Oui, puis centrale au centre-ville pour que les gens adoptent notre institution comme un milieu de vie qui a le goût de revenir. En octobre, on ouvrira l'exposition Alimentation et bien-être. Ensuite, en 2024-2025, on abordera le thème des changements climatiques et de la santé. Alors, revenir au musée pour se documenter, donc étancher notre soif du savoir, puis ensuite nous amener à poser des gestes éclairés au quotidien, favorables à notre santé, à celle de notre famille et puis de la planète. Ouais, certainement, vous l'avez dit, c'est facile d'accès et c'est facile d'accès non seulement physiquement, mais aussi sur toutes les tribunes, on peut trouver votre musée. Il se déploie de multiples façons. Tous les liens sont au bas de l'écran au moment de se parler. Madame Guylaine Archambault, vraiment, donc je rappelle, vous êtes directrice générale du musée donc de la santé Armand Frappier. Merci beaucoup d'être passé, puis tout le succès, vraiment que les visiteurs lavallois, lavalloises, mais évidemment de partout au Québec, à découvrir les toutes nouvelles installations du musée. Merci infiniment. Bienvenue à tous. Merci de m'avoir accueilli. Très bien. Ça a été vraiment un plaisir. Merci. Avant de se quitter, je vous invite, avec le contexte de cette semaine de l'Action bénévole, la 49e édition qui s'enclenche cette semaine sous le thème « Bénévolons à l'unisson ». Si vous le pouvez, donnez du temps auprès d'un organisme ou d'une cause qui vous tient à cœur. Moi, je veux vous remercier d'être là de manière hebdomadaire. Vous pouvez évidemment reprendre toutes nos entrevues, les émissions sur la plateforme YouTube, également faire part de vos commentaires, des suggestions aussi de sujets que vous aimeriez qu'on aborde à cette émission sur notre page Facebook. Aussi possible de transmettre le tout sur le tvrl.ca. Je veux remercier tous ceux qui contribuent à cette émission, Jacques, Yannick, Daniel, aussi Alain à la réalisation, Tommy et aussi Manon à la recherche. Et n'oubliez pas, tous les dimanches, 9h30, suivant cette émission, il y a notre bingo
Cette semaine, 3 500 $ à gagner en lot total, dont 2 250 $ pour la carte pleine. Alors, je vous dis une très belle semaine et on se retrouve très bientôt. Salut!